Ce que je veux dire à la France, s'ils pensent que c'est une histoire de Ousmane Sonko ou de X ou Y, non. C'est une histoire de la jeunesse africaine, des élites intellectuelles africaines. Celui qui l'a compris et qui se réajuste, parce que toute relation a besoin de réactualisation de temps en temps. Donc il faut réactualiser la relation. Il faut réactualiser la relation. Il faut la redémarrer. Et si la France l'a compris, il y a de très belles perspectives entre nous et la France. Mais si la France ne l'a pas compris, malheureusement, pensant que le ton et le comportement paternaliste qu'il y avait en temps pour continuer, ça risque de très mal se passer. Comme on le voit au Mali, comme on le voit au Mali, en Afrique centrale. On a dit aux gens que la démocratie c'est la panacée à tout. 90, 2000, on a fait 30 ans, on constate quoi? Destruction des États, destruction de l'école, destruction de l'armée, problèmes ethniques, rébellion, guerre civile, terrorisme. Au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ils disent, c'est pas la démocratie. Les mêmes radios commencent à dire, vous les entendez maintenant dire, 40 ans de la famille Bongo au Congo. Mais Bongo, qui l'avait comme ami? Quand ils n'avaient plus besoin de nuit, ils n'ont même pas accepté qu'il aille se soigner chez eux. Un pays à côté de nous ici, ils l'ont utilisé, ils n'ont pas besoin du chef, ils ne peuvent même pas aller se soigner chez eux. Quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, on organise dans la société même les conditions de votre départ. En fait, quand on regarde de près, la démocratie n'est jamais appliquée à la lettre. C'est devenu un ensemble d'idéal. Elle englobe les principes de la République et les référendums ou bien les rares consultations des chefs d'État envers les populations. Comme par exemple ce que Emmanuel Macron avait fait lors de la crise des Gilets jaunes ou ce que Macky Sall avait fait lors de la crise liée à l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Ces éléments donnent un ton de démocratie, mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Bon, j'ai fait un petit bond dans l'histoire, mais revenons au moment où la France avait définitivement embrassé ce concept de la démocratie. Ce moment, c'est juste après la libération de la France de l'occupation allemande et qu'on a donné carte blanche à, je cite, le sauveur de la France qui est le général de Gaulle. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Donc quand De Gaulle décide de donner les indépendances aux pays africains entre 1958 et 1964, je sais, le dire comme ça c'est moche, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et écoutez bien, c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Donc après les indépendances, les pays africains avaient tous des partis uniques. En général, tous les leaders qui ont lutté pour l'indépendance de leur peuple sont quasiment tous devenus présidents. Par exemple, on a Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Modibo Keïta au Mali, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Sékou Touré en Guinée, etc., etc., etc. Une pensée à Umniébé et Lumumba qui n'ont malheureusement pas pu voir ces jours d'indépendance pour lesquels ils ont tant lutté. Donc les partis uniques étaient ceux qui devaient reconstruire leur pays, les faire oublier des années de colonisation, en les insérant dans l'économie régionale et mondiale. Ces partis uniques devaient d'ores et déjà bâtir tout ce qu'il y avait à bâtir, en s'appuyant sur leurs forces et en éliminant progressivement leurs faiblesses. Mais on sait que la plus grande force des pays africains était leur matière première. Alors imaginez que ces pays désormais indépendants décident de jouer pleinement et audacieusement avec les règles du capitalisme pour exploiter au mieux leur avantage. Imaginez que les dirigeants de ces partis uniques décident de traiter la France désormais comme un simple partenaire. Un partenaire avec qui on fait des échanges gagnant-gagnant, d'égal à égal, de pays souverain à pays souverain. Donc des dirigeants dépourvus de tout complexe d'infériorité et qui sont capables de dire non au diktat de la France. Des dirigeants capables de rompre des contrats si jamais ils les jugent être un frein pour le développement de leur peuple. Donc dans un tel contexte, comment la France aurait fait pour alimenter en uranium naturel ces 11 centrales nucléaires fraîchement construites entre 1950 et 1960? Comment il allait garantir la disponibilité de l'électricité à prix bas dans ces entreprises? Si les dirigeants africains des partis uniques convainquent leur peuple qu'ils doivent reconstruire leur pays et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, est-ce que les immigrés polonais et italiens seuls allaient suffire pour répondre aux besoins de la France en main d'œuvre pendant les 30 glorieuses entre 1946 et 1973? Vous savez, ces fameuses années où la France avait connu une croissance économique folle et avait besoin de beaucoup de migrants. Tous viennent en tout cas renforcer notre main-d'œuvre. La France a besoin de main-d'œuvre étrangère du fait de son expansion économique qu'elle connaît depuis un certain nombre d'années et aussi du fait, c'est l'aspect qualitatif de la question, du fait que les Français ont abandonné les travaux
à caractère salissant ou pénible, qui sont souvent aussi des travaux peu rémunérés. Et si je vous disais qu'un chef d'État africain à la tête d'un pays fraîchement indépendant s'était engagé dans cette voie que je viens de décrire? Et ce chef d'État, c'est Sékou Touré de la Guinée. Il avait tenu tête à la France et avait dit non aux accords vicieux que la France lui a proposés. Des accords qui avaient pour unique but de préserver le colonialisme. Sa phrase la plus célèbre est la suivante: « Je préfère être pauvre en liberté que riche dans l'esclavage. » La technique n'est ni socialiste ni capitaliste. La technologie n'est ni socialiste ni capitaliste. Et les échanges, les marchandises que nous échangeons n'appartiennent à aucune couleur philosophique. Mais nous pouvons, malgré les différences de choix idéologiques, mettre en commun librement les moyens, travailler à la réalisation d'une même action rentable, profitable. La France a coupé les pensions des vétérans guinéens qui avaient participé à la libération de la France et les services secrets français ont saboté la monnaie guinéenne en introduisant des quantités importantes de francs guinéens dans l'économie guinéenne pour ainsi créer une inflation artificielle. Je parlerai un peu plus du cas de Sékou Touré dans une vidéo entière, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Donc vous l'avez compris, la France était prête à tout pour garder le contrôle des pays décolonisés. Il fallait donc trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas plus de chefs d'État comme Sékou Touré, des chefs d'État profondément patriotes qui défendent uniquement les intérêts de leur peuple, et ça pendant des années sans que la France puisse faire quelque chose. Un peu comme Poutine avec la Russie. Et c'est là que notre fameux mot revient, et c'est la démocratie. Encore une fois, aujourd'hui, la démocratie est devenue un idéal. Elle inclut les principes de la République. Donc désormais, il faut à tout prix mettre dans la tête des pays africains que les partis uniques sont mauvais et que les dirigeants qui sont à leur tête sont encore pires et qu'il fallait qu'ils adoptent eux aussi le concept miracle, le concept qui allait leur garantir un meilleur développement, qu'il fallait aussi adopter une constitution qui définirait le nombre de mandats pouvant être effectués par un chef d'État et la durée de ces mandats, qu'il fallait organiser des élections et élire ce chef d'État, qu'il fallait aussi faire des élections pour élire des députés et des maires. Mais est-ce que c'était vraiment de ça que les pays africains avaient besoin? Des pays où le taux d'alphabétisation était si maigre. D'ailleurs, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans dans les pays de l'Afrique subsaharienne était estimé à 50% en 1985. Je n'ai pas réussi à avoir les chiffres du taux d'alphabétisation en 1960, mais ce taux allait naturellement être plus bas que les 50% de 1985. Donc on demandait à une population qui n'est même pas familiarisée avec la lecture et l'écriture d'aller voter à plusieurs reprises pour des candidats. Résultat, voici les raisons qui vont motiver les populations à voter pour tel candidat plutôt qu'un autre. Ils diront par exemple: je vote pour Léo parce que tous les membres de ma famille votent pour Léo. Je vote pour Félix parce qu'il est une fois venu faire un meeting dans ma ville ou dans mon village. Je vote pour Mariam parce qu'elle nous a donné des t-shirts et des casquettes gratuitement. Donc au final, le peuple ne vote pas une vision, le peuple vote des personnes. Et comme la plupart du temps la France corrompt ces personnes, alors le peuple a voté malgré lui sa soumission à la France. Parce que les candidats seront des marionnettes de la France une fois élus, étant donné qu'ils n'ont aucune conviction patriotique. Ainsi, la France a ses agents à la tête des anciennes colonies et quiconque tente de menacer le pouvoir de ses chefs d'État marionnettes, la France intervient militairement. Et pour les dirigeants patriotes qui ne font pas les choses comme la France le souhaite, la France fait en sorte que le peuple de ce dirigeant patriote le haïsse grâce à ses médias internationaux ou en remontant des hommes politiques de son parti contre lui. Ainsi, cette haine conduit au changement naturel du chef d'État aux prochaines élections. Et ça, c'est la méthode douce. Et voici la méthode moins douce. Alors si le chef d'État patriote en question n'a pas prévu d'élection et s'entête à prioriser les intérêts de son propre peuple plutôt que les intérêts de la France, ce qui est normal, alors un climat facilitateur de coup d'État voit le jour à travers des critiques des autorités du pays africain en question de la part des autorités françaises. Bien souvent, ils vont les traiter comme des dictateurs sanguinaires qui ne prennent pas les bonnes décisions pour leur peuple et qu'à cause de leur peuple reste dans la misère. Par exemple, c'était arrivé pour Modibo Keïta, le premier président du Mali. Il a été confronté à des pressions de la part de la France. En fait, son gouvernement avait adopté des politiques socialistes et des positions de non-alignement qui pouvaient être perçues comme menaçantes pour les intérêts français dans la région. Résultat, en 1968, un coup d'État militaire dirigé par Moussa Traoré, avec le soutien implicite de la France, a renversé le gouvernement de Modibo Keïta. Ce coup d'État a été jugé légitime par les autorités françaises, car c'était pour la survie de la démocratie. Mais en réalité, la France avait juste peur des orientations politiques de Modibo Keïta et voulait éviter que les idées de ce dernier ne soient partagées rapidement par d'autres chefs d'État. Et si on fait un bond dans le temps, 10 ans plus tard, dans les années 1980, le même scénario s'est répété avec un pays voisin au Mali, qui est le Burkina Faso. Thomas Sankara, qui était certes devenu président du Burkina grâce à un coup d'État, était un visionnaire burkinabé déterminé à sortir son peuple de la pauvreté, avait initié des réformes ambitieuses pour finir avec la dépendance économique, politique vis-à-vis de la France et la colonisation culturelle. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace.
Moi, j'ai fait ça. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Malheureusement, en 1987, un coup d'État dirigé par, écoutez bien, le meilleur ami de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, a brutalement interrompu cette quête de libération du peuple burkinabé. Et des soupçons d'une forte implication de la France ont entouré ce coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. S'il est vrai que la France y est pour quelque chose, alors la France a réussi à mettre fin aux aspirations d'un Thomas Sankara immensément charismatique et qui avait su insuffler une graine magique dans la tête des jeunes burkinabés et au-delà du Burkina des jeunes Africains tout court. La graine de l'espoir, la graine de la prospérité, la graine du dévouement dans le travail, la graine de l'honneur et la dignité. Autant de valeurs qui auraient conduit le peuple burkinabé vers la prospérité. Et les chefs d'État des anciens pays colonisés l'ont bien compris. Pour gouverner tranquillement et ne pas y perdre sa peau, il ne faut surtout pas aller à l'encontre des intérêts de la France. Omar Bongo du Gabon l'avait plus que compris. Pareil pour Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Pareil pour Gnassingbé et Adema du Togo, etc. etc. On a dit aux gens que la démocratie c'est la panacée à tout. 90, 2000, on a fait 30 ans, on constate quoi? Destruction des États, destruction de l'école, destruction de l'armée, problèmes ethniques, rébellion, guerre civile, terrorisme. Au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ils disent c'est pas la démocratie. Les mêmes radios commencent à dire, vous les entendez maintenant dire, 40 ans de la famille Bongo au Congo. Mais Bongo, qui l'avait comme ami? Quand ils n'avaient plus besoin de nuit, ils n'ont même pas accepté qu'il aille se soigner chez eux. Un pays à côté de nous ici, ils l'ont utilisé, ils n'ont pas besoin du chef, ils ne peuvent même pas aller se soigner chez eux. Quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, on organise dans la société même les conditions de votre départ. Vous l'avez compris, l'argument de la démocratie est un argument à deux poids, deux mesures. Un argument purement égoïste que la France prône pour continuer à pérenniser le néocolonialisme. Ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, l'élite africaine s'est emparée des textes de la démocratie. Les anciennes colonies jouent à qui copie le mieux la constitution de la 5e République française du général de Gaulle. Au lieu de trouver un système politique qui s'adapte significativement aux réalités locales de leur pays, un système politique qui peut favoriser un développement économique efficace. Parce que quand on regarde bien, à part les pays africains, aucun pays ne fonctionne avec un système politique identique à celui de la France. Même pas ses voisins. Par exemple, l'Allemagne est une république fédérale parlementaire. Les Allemands ne votent pas directement le chef d'État. Ils votent plutôt le Parlement qu'ils appellent Bundestag. Et ils ont 2 votes lors des élections. Un pour un candidat dans leur circonscription et l'autre pour un parti politique. Et le chancelier qui est le chef du gouvernement est élu par le Bundestag, leur parlement. Et les mandats du chancelier, donc le chef d'État, ne sont absolument pas limités tant que ce dernier est en phase avec les besoins du pays. Par exemple, Angela Merkel a fait 16 ans au pouvoir. Et en plus, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, aucun de ces pays n'ont le même modèle politique que la France. Et si on augmente un peu plus l'échelle, on se rend compte que ni les États-Unis ni la Russie n'ont le même modèle politique que la France. Et pourtant, tous les pays que je viens de citer proclament haut et fort à quel point leur régime est démocratique. Quand on regarde les pays qui étaient au même niveau que les pays africains après leurs indépendances, on se rend compte qu'ils ont eux aussi des systèmes politiques adaptés aux réalités de leur localité. Par exemple, voici Séoul, la capitale de la Corée du Sud dans les années 1960. L'intérieur de Séoul en 1965 et 1966. Une bidonville de Séoul dans les années 60. Mais voici Séoul aujourd'hui. En termes de chiffres, voici les évolutions des PIB par habitant de la Corée du Sud et du Sénégal. Par exemple, en 1960, le PIB par habitant du Sénégal était à 112 $ et le PIB par habitant de la Corée du Sud à cette époque-là était à 92 $. Et en 2020, le PIB par habitant du Sénégal était à 1400 $, tandis que le PIB par habitant de la Corée du Sud a littéralement explosé. Elle était désormais à 31 000 $. Et c'était égal au PIB par habitant de l'Italie.
Le PIB par habitant de la Corée du Sud continue d'augmenter et actuellement ils sont 10e dans le classement des pays les plus puissants économiquement dans le monde. Et à côté de ça, le Sénégal ne figure même pas dans le top 100 de ce classement. Alors qu'en 1960, le PIB par habitant du Sénégal était légèrement supérieur à celui de la Corée du Sud. Et vous savez quoi, le cas de la Corée du Sud n'est pas un cas isolé. Le Singapour, la Chine, les Émirats, Dubaï, le Qatar, et j'en passe. Tous ces pays-là avaient quasiment les mêmes niveaux de développement économique de certains pays africains. Et inutile de vous dire qu'ils sont devenus des puissances économiques mondiales aujourd'hui. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est que tous ces pays ne sont pas des démocraties à la française. Et pourtant, il semble que ça ne dérange personne. La question que tu dois te poser maintenant, c'est jusqu'à quand les pays africains vont continuer à copier le système politique français sans l'adapter à leur réalité? Ne doivent-ils pas s'inspirer des démarches initiées par Thomas Sankara pour réveiller, éduquer leur population et leur planter la graine de l'ambition, la graine de la détermination, la graine de la culture du travail et la graine de la décolonisation mentale, et se débarrasser pour de bon du virus de la défaite, comme le dit si bien Choguel Maïga. Si les Français avaient joué franc jeu, au lieu de dire on les aide et on nous tue, et on inocule, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Si tu es un peu attentif à ce qui se passe en Afrique, tu as sans doute remarqué que le trio Assimi Goïta, Choguel Maïga et Abdoulaye Diop essaient d'implanter cette graine de l'espoir chez le peuple malien. Pareil pour le capitaine Ibrahima Traoré avec le peuple burkinabé et le général Tiani avec le peuple nigérien. Ils sont en train de se libérer progressivement des chaînes de la France-Afrique. Et si tu veux savoir exactement comment ils s'y prennent, tu peux regarder cette vidéo juste à droite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a pris énormément de temps pour les recherches, l'écriture, le montage et le tournage de la vidéo. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, il est 3h46 du matin. Donc abonne-toi, ça me motivera à continuer. Et n'hésite pas à écrire en commentaire toutes tes remarques. Et si tu veux aller plus loin, viens me suivre sur Instagram et pose-moi toutes tes questions ou donne-moi des idées de vidéos comme certains le font déjà. Et peace. Est-ce que vos films sont bien compris en Europe? Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez